Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être à ProDurable cette année parce que on s'est longtemps posé la question de savoir si ça allait avoir lieu et c'est bien qu'il y ait beaucoup de monde. Visiblement, les chiffres de visite sont très élevés. Merci aussi de venir masquer pour écouter une conférence. J'espère, on va tout faire pour qu'elle soit passionnante. Que vous repartiez avec plein de nouvelles informations et que vous découvriez à la fois deux acteurs du tourisme et en même temps Sophie de l'ADEME qui va nous donner une vision un peu plus globale. Je m'appelle Thomas Parouti, je suis le fondateur de l'agence Mieux, qui est une agence de communication qui a été créée il y a 11 ans spécifiquement pour accompagner les marques sur les sujets RSE. Je suis donc pas animateur de conférences, mais je fais ça avec plaisir, surtout sur un sujet comme le tourisme. Donc aujourd'hui, je reçois Nicolas Dubreuil, qui est le directeur des croisières d'expédition de l'entreprise Ponant, qui fait donc des croisières. Je reçois Sophie Portier, qui est coordinatrice tourisme durable à l'ADEME, et elle va nous expliquer tout ce qu'elle fait et un peu la spécificité de son job. Et je reçois aussi évidemment Stanislas Gruot, qui est le CEO, fondateur d'Explora Project, qui va aussi vous présenter son activité. Le tourisme est un sujet très intéressant parce que en fait, que ce soit un bateau, que ce soit un village, il y a tous les sujets RSE pour les professionnels de la RSE. C'est extrêmement intéressant parce qu'on peut parler de mobilité pour aller sur le lieu ou à l'intérieur. On peut parler de bâtiments et d'efficacité énergétique du bâtiment. On peut parler d'alimentation. On peut parler d'activités ludiques, sportives, récréatives. On peut parler aussi du déchet, qui est souvent, par définition, généré par des voyageurs. Donc le sujet du tourisme durable, il est extrêmement intéressant et forcément, en plus, quand on va visiter la nature, on est d'autant plus concerné par ces sujets-là. Et donc du coup, on y fait encore plus attention. Donc aujourd'hui, on a avec Nicolas, Stanislas et Sophie, on va essayer de vous éclairer un peu sur les tendances du tourisme et aussi de vous montrer qu'il y a des acteurs qui ont fait leur révolution et qui participent aussi avec leur activité à une sorte de préservation de la biodiversité, de la nature. Et donc on va commencer avec une première question pour Sophie. À la fin, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous connaissez le système, un truc qui s'appelle Gooméo Live. On vous l'a expliqué ou pas? Bon, sinon on fera à la main levée comme ça, à l'ancienne, ça sera très bien. L'ADEME a pris la parole il n'y a pas très longtemps pour expliquer sa mission et sa mission qui a été un peu redéfinie. Est-ce que tu peux nous parler de la mission de l'ADEME, de la nouvelle mission, de toi ce que tu fais et en tant qu'experte du tourisme durable, quel est l'impact du tourisme sur les sujets de réchauffement climatique par exemple? Bien sûr, merci Thomas. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de représenter l'ADEME sur cette thématique épineuse du tourisme durable. L'ADEME, depuis cet été, a été repositionnée à une nouvelle signature qui est l'Agence de la transition écologique. Historiquement, l'ADEME est connue pour son intervention sur les sujets de la pollution de l'air, de l'énergie ou du déchet. Mais depuis quelques années, a largement élargi ses missions pour accélérer la transition écologique et travaille donc sur des sujets de numérique, de mobilité et évidemment de tourisme durable, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc la mission de coordinatrice tourisme durable, elle existe depuis 2019. Suite à une commande du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en fait du secrétariat d'État au tourisme, sur qu'est-ce que le tourisme durable aujourd'hui en France. Et donc du coup, cette mission a duré 8 mois, a fait l'objet d'un rapport qui n'est pas encore public et officiel, mais qui fait un état de l'art de ce qu'est le tourisme durable aujourd'hui en France et fait un certain nombre de propositions et de recommandations. Et ces recommandations-là sont le socle du travail que fait la commission du tourisme durable au sein du comité de filière tourisme. En fait, depuis début 2020, le secrétariat d'État au tourisme a créé 4 commissions au sein du comité filière tourisme, une commission numérique, une commission formation et une commission réglementation et évidemment une commission tourisme durable. Et donc ces commissions vont faire des propositions, proposer une feuille de route et à la fin ce sera une proposition de contrat de filière à tous les acteurs du tourisme. Et ces travaux qui ont été initiés en début d'année ont d'autant plus d'impact et d'importance en ce moment évidemment avec la crise du Covid.
Thomas, pour répondre à ta question sur l'impact du tourisme, évidemment, le changement climatique a un impact sur le tourisme et le tourisme a un impact sur le changement climatique. Une étude australienne publiée en 2018 fait état de 8% des émissions de gaz à effet de serre dues au tourisme. C'est une étude qui est sur un périmètre 2009-2013 sur 160 pays et c'est une des rares études sur le sujet. Évidemment, comme les résultats sont de 2013, si on calculait à 2019, évidemment pas sur 2020, l'empreinte serait largement plus importante. Le tourisme a aussi un impact important en termes de pression sur les territoires et les écosystèmes. Vous êtes tous familiers du surtourisme, de la surfréquentation des territoires. Ça vient même maintenant à des phénomènes de tourismophobie. Quand je parle de surfréquentation, aujourd'hui, sur 20% du territoire français, 80% des touristes se concentrent. Au niveau monde, c'est 95% des touristes sur 5% du territoire. Donc imaginez sur ces 5% la pression que ça peut représenter. Il y a une étude en France qui fait état sur les territoires fortement touristiques de 3 fois plus de consommation d'énergie, de 2 fois plus de consommation d'eau et de plus 30% de déchets par rapport à la moyenne nationale. Donc on voit effectivement, Thomas, que le tourisme a une empreinte très forte. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que cette année, en plus avec le Covid et les vacances en France, les Français ont, sans le vouloir, fait un peu plus de tourisme durable. Et ils sont partis un peu moins loin, mais on n'a pas accueilli les étrangers. Et on avait un objectif, je crois, de 100 millions de touristes en 2020 ou 2021. 2020, oui, tout 2020, à fait. Donc il faudra repasser. Donc, du coup, maintenant, j'aimerais bien que Nicolas, tu nous présentes un peu Ponant, votre activité, type d'offres que vous avez. Tu me parlais du fondateur aussi, je trouvais que c'est intéressant. Oui, bonjour, merci Thomas de cette invitation. Donc, moi je suis Nicolas Dubreuil, je suis directeur des croisières expéditions pour Ponant. Je m'occupe aussi de tout ce qui est le volet sciences pour Ponant. Et disons que je suis évidemment impacté fortement par tout ce qui est développement durable. Ponant, c'est des croisières, peut-être que vous avez vu des pubs. Moi je déteste les pubs qu'on fait et tout ça, j'ai horreur de ça. Mais en tout cas, vous avez peut-être vu ces pubs-là. On fait des croisières, ce qu'on appelle des croisières expéditions. Donc on organise des croisières expéditions à travers le monde. Ça veut dire un petit peu partout sur la planète. L'idée étant de transporter des passagers. Alors c'est des toutes petites capacités par rapport à ce que vous pouvez connaître. Par exemple, là, le dernier bateau qui sort à Saint-Nazaire, je crois que c'est aujourd'hui, avec 6800 passagers dans un seul navire. Nous, c'est des bateaux entre 180 et 240 passagers au maximum quand ils sont complets. Et surtout, au-delà du navire en soi, ce qui est intéressant, c'est aussi la démarche qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, effectivement, comme Thomas, comme tu le disais, c'est une société qui a été fondée par Jean-Emmanuel Sauvé, qui est un armateur français, un marin d'abord. Et je trouve que c'est important puisque cet aspect développement durable, cet aspect expédition, exploration, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de la société depuis 30 ans. Et donc, ces croisières expéditions, l'idée, c'est de transporter des gens dans des environnements qui sont parfois même très hostiles, voire vraiment extrêmement hostiles, très loin souvent. Et l'idée, c'est de déclencher chez eux un espèce de réflexe, un espèce de choc, puisque c'est un peu, on le fait exprès et disons un peu à leur insu. C'est-à-dire qu'en transportant ces passagers dans des lieux comme ça, sauvages, extrêmes, on va déclencher, on va les faire passer au réel, c'est-à-dire quitter le virtuel, et puis expérimenter les choses, puisque rien n'existe tant qu'il n'a pas été vécu, de passer, de voir la banquise, de voir les icebergs, entre parenthèses, comme Sophie, tu parlais effectivement de ce réchauffement climatique qui est visible de manière flagrante, en particulier au Groenland, dans toutes ces régions polaires. Eh bien, le fait de le voir, de le réaliser, ça va provoquer un choc chez nos passagers, et puis là, nous, on va avoir 15 minutes de temps libre pour les saisir et avoir un impact fort pédagogiquement, puisque ces croisières expéditions, c'est des activités expéditions encadrées par des guides naturalistes, des scientifiques, des guides, des spécialistes locaux, pour amener nos passagers à faire des activités, de la randonnée, du kayak, etc., des choses qui permettent de découvrir les régions et les écosystèmes où ils sont. Et alors, pour rentrer un peu dans le détail, le monde des croisières, et notamment, effectivement, ces énormes bateaux qu'on voit, par exemple, à Venise,
Le monde des croisières n'a pas une super bonne image. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qui est fait par Ponant sur notamment l'énergie du bateau, sur les déchets, sur un peu la fabrication et même la préfabrication, parce que je crois que vous faites, pour concevoir des nouvelles croisières, il y a tout un travail préalable pour essayer de réduire au maximum votre empreinte négative et avoir un maximum de positif. Oui, alors effectivement, et Sophie en parlait, je pense que le tourisme, ça a déjà, rien qu'en soi, je ne sais pas pourquoi en français, en tout cas, le mot touriste, c'est presque un mot vulgaire, c'est presque une insulte. Je veux dire, c'est pas le cas en groenlandais. Moi, je vis au nord du Groenland, dans un petit village qui s'appelle Kuchlorswark. Touriste, ça se dit Angalanek, et c'est celui qui va voir l'autre, en fait, textuellement. C'est celui qui va voir l'autre. Et au contraire, être un touriste, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc effectivement, la croisière en plus subit quelque chose de très violent, c'est que on va comparer toutes sortes de croisières. Des gens qui organisent des croisières en voilier vont être même mis dans le même panier que justement ce dont je parlais, c'est-à-dire un bateau de 6800 passagers ou un porte-conteneur qui va porter 20 000 passagers. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une toute autre démarche. Là, Thomas, tu me demandais effectivement ce qu'on faisait. Il y a deux choses dans le monde de la croisière. Disons brièvement, on peut distinguer deux choses. On va distinguer une partie qui est une partie, on va dire, hardware, c'est-à-dire le navire en soi. Le navire en soi, c'est facile, entre guillemets, c'est facile, ça coûte cher, très cher, mais c'est facile de pallier, c'est facile de prendre du carburant qui est à très bas taux de soufre. Ça existe depuis très longtemps. Après, il faut faire le choix. Je suis assez fier de ça. On a fait le choix de faire fonctionner tous nos navires au carburant qui a le plus bas taux de soufre au monde pour réduire nos émissions. On a des catalyseurs, on a tout un système de recyclage à bord. Il faut savoir qu'un bateau, c'est une petite ville. C'est une petite ville, on recycle absolument tout. Alors, le dites pas, il déteste ça, couper. Et Ponant déteste ça quand je dis ça, mais moi, je trouve ça remarquable. C'est-à-dire que l'eau est réutilisée. Quand vous buvez l'eau du robinet, c'est l'eau de la douche. C'est-à-dire que tout a été retraité, tout est réutilisé. On rejette absolument rien d'un point de vue maritime, atmosphérique. On rejette, on essaie de faire ça de la manière la plus propre. Mais je dirais que voilà, il y a des techniques, vraiment, il y a des moyens techniques pour résoudre ces problèmes-là. Et puis après, donc ça, c'est toute la partie hardware, pardon. Et puis, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on a tendance à répondre à la technique par la technique. C'est-à-dire, voilà, on va passer du diesel au gaz, et puis du gaz à l'hydrogène, etc., avec chacun ses petits soucis. Je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on arrête, quoi. Je veux dire, arrêtons de répondre à la technique par la technique, ras-le-bol, quoi. Il y a un moment, il faut qu'on se prenne en main et qu'on change nos comportements. Et c'est surtout ça qui est vraiment extrêmement important, c'est d'arriver, voilà, la technique ne peut pas répondre à tout, il faut qu'on change nos comportements, c'est ce qu'on essaye de faire dans la création, dans la partie software, dans la création de la croisière, avec une partie systématique de reconnaissance. On essaie, on n'essaye pas, on fait. À chaque fois, on va sur place, on fait des études d'impact environnemental, sociétal, voire même microbiologique. Juste avant que ce malheureux Covid se déclenche, on a lancé un programme justement pour détecter une question que pas grand monde se pose. Mais heureusement, là, il y a un mois, on vient de se poser la question, c'est est-ce que le Covid se transmet aux animaux ? Il y a plein de voyages comme ça, on est très proche des animaux, on peut être à 5 mètres d'un animal, est-ce qu'on transmet ? Donc la vraie question, elle est là, sinon il faut arrêter d'envoyer des gens là. Donc il y a toute une démarche, et cette démarche, pour moi, elle est extrêmement importante, qui est d'aller voir les gens, d'aller voir les peuples qu'on va rencontrer. Pourquoi ? Et d'essayer de co-construire avec eux une offre touristique qui leur convient. Et juste, par exemple, pour raconter une toute petite anecdote, mais qui pour moi est vraiment frappante, c'est que donc j'habite au nord du Groenland, dans un petit village qui s'appelle Kuchlorswark. Et puis une fois, je vois ils organisent un spectacle pour des touristes qui étaient venus. Il y avait un groupe de Danois qui était venu, et c'est de la danse du tambour. Moi, ça faisait 10 ans que j'allais là, j'avais jamais vu de danse du tambour. Et puis il y a un gars qui fait sa danse du tambour, et puis je comprends pas, quoi. Il parle et puis il dit, mais j'avais l'impression qu'il récitait sa liste de courses ou il disait n'importe quoi, c'était totalement incohérent. Mais bref, il fait sa danse du tambour. Après, j'étais impressionné. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, non, c'est dingue, j'avais jamais vu ça. Et il me dit, oui, ça on le fait que pour les touristes, quoi. Et alors après, il y a eu un conseil des sages dans mon village qui s'est regroupé, qui était énervé contre moi. Ils m'ont dit, voilà Nico, on a vu sur Facebook que tu t'emmènes ton bateau. Il y a une petite confusion, mais ils pensaient que c'était mon bateau. T'emmènes ton bateau partout, pourquoi tu l'amènes pas chez nous ?
Et moi, sur le coup, j'ai cru qu'ils étaient vexés, enfin qu'ils voulaient pas voir de touristes. Mais non, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'ils étaient vexés parce que j'emmenais pas des touristes chez eux. Donc, on a bossé ensemble pour co-construire une offre touristique. Et quand quand le bateau passe, ils viennent à bord et ils font un spectacle, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui a été absolument génial, je trouve, c'est que voilà, ils sont montés à bord et dans une salle de théâtre comme ça, les passagers sont là pour un voyage au Groenland, pour la rencontre avec les peuples. Le rideau s'ouvre, il y a 3 gamines sur la scène et elles dansent sur du Britney Spears. Alors, évidemment, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient voir. Mais au contraire, eux, c'est ce qu'ils avaient envie de montrer. Et le message qui est derrière est hallucinant. Le message, c'est de dire, vous voyez, nous, on vous connaît, nous, on vous a compris, nous, on est capable de vous imiter. Et voilà, donc ces rencontres, cette construction, elle est extrêmement importante. Pour moi, c'est la partie la plus forte, justement, changer ces pratiques. Ok, c'est très clair. Ils avaient peut-être perdu leur tambour, donc un peu de Britney Spears, parfois, peut faire du bien. Cher Stan, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Explora Project, de ce projet que tu as imaginé, conçu? Maintenant, tu as une associée, vous venez de lever des sous, enfin, avec une véritable super belle ambition. Est-ce que tu peux nous parler de Explora Project? Oui, bien sûr. Merci Thomas pour l'invitation. Alors Explora, c'est une agence de voyage avec une mission, c'est de permettre aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes de vivre des expériences extraordinaires en outdoor. Alors la promesse paraît un peu ambitieuse, mais on note, et je pense que l'épisode du Covid récemment donne un peu raison, qu'on a tous besoin de se reconnecter à la nature, d'une certaine manière de se déconnecter avec l'urbain, de se retrouver soi-même et d'aller vers l'autre aussi, pour boucler un peu avec l'aspect social que tu mentionnais, Nicolas. Donc Explora, c'est aujourd'hui une agence qui a commencé à commercialiser ses produits il y a une petite année. On a déjà fait partir près de 1000 personnes sur près de 130 expéditions dans 12 pays. C'est allé très vite. Le Covid, étonnamment, a accéléré les choses et a favorisé finalement ce retour, comme je le disais, un retour presque aux sources et un retour à la redécouverte un peu de la nature. Aujourd'hui, on est basé à Annecy. On est une équipe d'une quinzaine de personnes. On opère dans 6 environnements, la haute mer, le désert, l'eau vive, la haute montagne, les forêts et les vallées. Et aujourd'hui, finalement, Explora, c'est une autre manière de concevoir le voyage, un retour à un voyage en effet durable, avec un impact le plus limité possible sur la planète. Ça, c'est probablement notre état d'esprit avant le Covid. Et depuis le Covid, on tient la promesse à développer un tourisme qui a un impact positif sur l'homme et l'environnement. Alors ça paraît un peu bizarre, mais déjà pour avoir un impact positif, il faut commencer par avoir l'impact négatif le plus petit possible, et ensuite par toute une suite d'actions, pour en parler peut-être après, impacter positivement sur la biodiversité, sur le social, sur la géologie et sur la pédagogie qu'on peut faire autour de nous. Donc voilà, Explora, c'est probablement une autre manière de voir le monde, une autre manière de voyager. Des expéditions pour tous les niveaux. On a 5 niveaux de difficulté, plus d'une trentaine de disciplines. On fait du kite ski, on peut faire du chien de traîneau, on peut faire du trek, on peut faire de la voile, on peut faire la cascade de glace, de la spéléo, et que sais-je encore. Donc l'idée avec Explora, c'est de travailler également sur... pardon. Non, je vais dire du bivouac, des trucs assez familiales, des offres assez familiales. Oui. Et par contre, il y a d'autres expéditions de haut niveau qui sont vraiment plus sportives. Tu peux nous donner 2 exemples un peu? Oui, des exemples assez différents. On a donc 5 niveaux. Ça va du premier niveau. On a fait partir beaucoup de familles cet été sur de la rando tipi avec des ânes en Ardèche. Et oui, ils sont pas fait le Club Med de Punta Cana cette année. Et également à l'extrême, en effet, des traversées très engagées du désert du Sarek en Suède, en ski avec des ailes de kite. En bivouac par moins 40, donc il y a un peu tout. Il y en a pour ceux qui veulent une première expérience d'outdoor et qui clairement sont sur la première fois. Et puis il y en a pour les fils cachés de Mike Horn. Voilà. Ok. Sophie, donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces 2 acteurs en particulier, mais tout le monde du tourisme réfléchit à comment je mets plus de durabilité dans mon offre, parce que c'est une véritable attente des consommateurs. C'est aussi parfois une pression des actionnaires. On voit bien dans tous les secteurs d'activité que les actionnaires commencent à mettre la pression.
C'est évidemment aussi une question de législation dans des écosystèmes complexes, hein, parce qu'on parlait de territoire. Alors là, on a 2 exemples où en fait ils inventent un peu leur territoire. Mais quand on parle de gros acteurs du tourisme, il y a le territoire, et tu en as parlé, important. Donc, quels sont un peu les grands critères, une sorte de définition du tourisme durable? Quels sont les paramètres qu'on retrouve souvent? Alors, je vais bêtement m'en référer à la définition de l'Organisation mondiale du tourisme, et je vais la lire parce que je ne l'ai pas apprise par cœur. Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Alors, je vais juste préciser ce qu'en termes environnement, ça veut dire. C'est-à-dire que, évidemment, la majorité des activités touristiques reposent, et nos 2 acteurs ici en sont des témoins, reposent sur une exploitation des ressources, et souvent des ressources naturelles. Et donc, du coup, il s'agit de préserver les écosystèmes, de préserver la biodiversité et d'avoir un impact sur l'environnement le moins négatif possible, voire positif, comme le dit Stanislas. D'un point de vue social, c'est respecter le patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. Et d'un point de vue économique, c'est une distribution des richesses qui soit juste, donc distribution des revenus, des bénéfices, la création d'emplois qui ne soient pas précaires, qui soient pérennes, et évidemment une logique de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations locales. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le tourisme durable n'est pas un segment du tourisme à côté qui existerait comme une offre spécifique. Le tourisme durable doit être une approche intégrée pour tous les acteurs du tourisme, que ce soit le tourisme de loisirs, le tourisme d'affaires. Donc c'est vraiment une logique globale et une logique de transformation des modèles d'affaires. Merci. Est-ce que, messieurs, par rapport à ces critères qui ont été définis, vous voulez réagir et après, Nicolas, moi je veux bien aussi que tu nous expliques un peu ce que ça a changé de s'engager autant. Alors, c'est historique, mais ce que vous faites avec les collaborateurs d'Opponent, les formations certainement, hein, mais aussi avec les clients, le type d'offres que vous avez. Ouais, alors juste pour réagir à un truc que je trouve assez génial, c'est effectivement, c'est cette phrase sur le respect justement des cultures. Et là, j'ai été confronté à un truc absolument, je voulais partager, je trouve ça génial. C'est les Bijagos. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Non. Bon, c'est la Guinée-Bissau. Voilà, en dessous du Sénégal. Il y a un archipel, les Bijagos, absolument extraordinaire. Un tout petit archipel. Et donc on essaie de co-construire du tourisme là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la manière dont j'expliquais, c'est-à-dire qu'on va faire un repérage. Moi j'y vais, je me rends sur place, je passe le temps qu'il faut. Des fois, alors, plus les tribus sont reculées, plus c'est long évidemment, plus on boit, on discute, etc. Et là, un village qui était intéressé, donc qui m'a demandé de venir, il est intéressé pour faire du tourisme. Et je vois une partie des gens qui sont intéressés. Et la reine du village, les Bijagos, c'est une de ces rares sociétés matriarcales d'Afrique. Donc la reine du village, elle veut faire du tourisme, mais il y a un truc qui ne va pas. Et alors je dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on peut, nous on explique aux passagers, hein, comme on explique aux passagers quand ils vont au Groenland, que oui, ici ils mangent du phoque et de la baleine, parce que voilà, c'est la seule ressource qu'ils ont. Je dis, voilà, on va éduquer nos passagers avant de venir s'il y a quelque chose qui, toi, t'embête. Et elle me dit, oui, parce que tu vois, nous, il y a du plastique partout. Alors je dis, oui, effectivement, quand tu arrives dans le village, tout autour du village, il y a plein de plastique. Alors bêtement, moi je dis, oui, si tu veux, mais il y a plein de fois, plein d'endroits comme ça au monde où on fait de la collecte de plastique. Nos passagers, d'ailleurs, sont vraiment énormément impliqués là-dedans. On ramasse du plastique, hein, parce que quand on vous parle de Koh-Lanta et qu'on vous dit que Koh-Lanta, ça se passe dans des endroits totalement déserts, non. Koh-Lanta, ça se passe dans des endroits qui sont très connus. Si ça se passait dans des endroits déserts, ils boufferaient tous du plastique. Parce que tous les endroits justement, qui sont complètement reculés, c'est recouvert de plastique. Et donc, on se dit, on peut nettoyer ton village. Et là, oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Parce qu'en fait, là-bas, avoir du plastique tout autour du village, c'est montrer sa richesse aux autres. Montrer qu'on est capable d'acheter du plastique et c'est montrer qu'on est riche. Donc voilà, il y a le seul moyen
de gérer ça, que tout le monde soit content, finalement, c'est d'arriver à expliquer culturellement aux passagers, aux gens qu'on va emmener sur place, leur dire, bah voilà, vous allez voir du plastique, soyez pas choqués, ne faites pas les gens choqués, parce que ce plastique, il a un rôle social dans la communauté. Et excuse-moi, je suis trop bavard. Hein, non, il n'y a pas de problème. Mais on est à peu près dans le timing. Ouais. J'avais une question pour Stan sur les excursions que vous concevez aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez dans des villages reculés, dans des îles près de Guinée-Bissau, mais comment vous préparez vos voyages et quel est le lien que vous avez avec les locaux, notamment, je crois, avec les guides? Oui, j'avais essayé de répondre à 2 questions en une sur le tourisme durable aussi. C'est vrai que souvent, les réponses sont un peu floues, donc je vais essayer de faire une réponse précise. Il y a à la fois, chez nous, un engagement sur les produits et puis un engagement après sur le business model. Déjà, sur les produits, aujourd'hui, le tourisme durable, c'est pour nous, en tout cas chez Explora, un tourisme qui a un impact carbone qui est le plus limité possible. Donc on a aujourd'hui 95% de nos expéditions qui sont accessibles en train et donc pas par avion. Donc ça, c'est vraiment un engagement qu'on va poursuivre. C'est des expéditions qui sont en autonomie d'énergie, de nourriture, qui sont par aucun moyen motorisés. Donc déjà, on est sur des consommations très très faibles. On estime qu'on est à peu près à 25 kg de carbone par semaine pour une expédition chez nous. On compare avec nos concurrents, ce qu'il ne faut pas avoir peur de faire si on veut être dans le vrai, et qui sont à peu près à 70 à 90 kg. Une semaine chez soi à Paris, c'est à peu près 200 kg. Tout ça, c'est évidemment des moyennes. Et si on va chercher par peut-être les moins vertueux du tourisme, on peut monter à 300, 400, 500 quand on va recréer des écosystèmes, des bulles aquatiques au milieu de la forêt comme on les connaît. Donc on est quand même, pour mettre un peu les choses à l'échelle, et on est quand même du simple au quintuple. Donc il y a un moment, c'est bien d'avancer des éléments d'une agence à l'autre, où on essaye de cliquer sur la petite feuille verte pour se donner bonne conscience, mais mieux vaut partir 15 fois chez nous ou chez tous ceux qui font pareil qu'une fois ailleurs. Il faut quand même remettre les choses à l'échelle. Donc ça, c'est quand même important chez nous de mettre des chiffres. Et on travaille beaucoup sur cette pédagogie parce que je trouve que le grand public est vraiment mis dans le flou sur ce sujet. Ensuite, c'est également une gestion des déchets. Donc chez nous, et à nouveau, et dans plein d'autres agences, mais on est dans un zéro déchet sur toutes les expéditions qu'on fait, pas sur peu de déchets, sur 0 déchet. Donc là, je crois que c'est important de le dire aussi. 0 déchets non recyclables. Il y a également un caractère important qui a trait à la deuxième brique du tourisme durable, c'est avoir un business model qui soit responsable. Et pour ce faire, le tourisme, c'est comme un grand entonnoir. On a des centaines de milliers d'agences de voyage qui vendent des dizaines de milliers qui vendent des catalogues de dizaines de milliers de tour opérateurs qui eux-mêmes vendent les excursions de centaines de réceptifs dans les pays de destination qui ont vraiment conçu les voyages. Donc finalement, c'est pour ça qu'on fait tous les mêmes voyages aux mêmes endroits au même moment, c'est ça le surtourisme. Et donc dans cette idée de casser cette grande entonnoir, Explora en tout cas se place comme le seul interlocuteur entre le guide local et le client final dans une désintermédiation complète du secteur. Donc ça paraît un peu technique, je suis désolé de la rapidité de l'explication, mais ça veut dire qu'en tout cas on est sur des produits qui sont uniques, qui ne seront pas faits ailleurs, donc il ne va pas y avoir une répétition à l'infini de ces produits-là, et on leur donne un caractère éphémère. On mesure l'impact qui est fait et on laisse à l'écosystème le temps de se régénérer. Donc, ne pas aller tous au même endroit, construire son territoire comme tu l'as dit, désaisonnaliser et rationner l'usage qu'on fait des territoires, puisque c'est un usage, qu'on le veuille ou non, et puis avec son lot de bonnes pratiques, et on arrive à peu près à un cocktail qui semble fonctionner et qui semble être le plus durable possible. Mais on ne veut pas s'approprier l'utilisation du mot. Quand tu parles de vacances, Sophie a envie de jeter ses chaussures et de marcher pieds nus. J'ai envie d'enfiler mes chaussures de rando ou ma combinaison néoprène. Sophie, justement, pour mesurer, entre guillemets, la dimension durable du tourisme, il y a des labels, mais en fait, qui ne sont pas connus. Il y a la clé verte, les pavillons bleus, les plages, c'est ça, pavillon bleu. Il y a quelques labels comme ça, qui sont surtout en fait des outils pour les professionnels du tourisme, pour pouvoir progresser, pour se dire, j'ai 50 sur 100 et l'année prochaine j'aurai 70, etc. Qui sont un peu des grilles de lecture et des sortes de méthodos de processus d'amélioration. Ces labels, j'ai raison, ils ne sont pas connus. Et est-ce qu'ils servent? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une attente véritable des consommateurs là-dessus? Alors c'est toute la difficulté des labels et pas que sur le tourisme, malheureusement. Effectivement, il y a une jungle
on peut vraiment appeler ça une jungle des labels, avec une hétérogénéité extrêmement forte au niveau des référentiels et de l'exigence des différents labels. Aujourd'hui, si je prends par exemple les hébergements touristiques, il n'y a que 7% des hébergements touristiques en France qui sont labellisés. Et 7% avec effectivement un panel assez large de labels. Donc, est-ce que, là je vais faire un petit sondage dans la salle, main levée, qui a choisi un jour son hébergement en sachant qu'il était labellisé ? Donc on est quand même sur un public hyper aguerri et j'ai peut-être une quinzaine de mains qui se sont levées. Donc vous voyez que même vous ne choisissez pas vos hébergements en fonction des labels. Donc il y a un vrai sujet sur les labels. L'ADEME a produit un guide justement pour aider les consommateurs à s'y retrouver un petit peu dans les labels, et d'ailleurs pas que les consommateurs, mais aussi les hébergements qui, lorsqu'ils veulent faire une démarche, se dire ok, il faut que je me tourne vers un label qui est sérieux, mais lesquels sont sérieux. Donc c'est un vrai sujet. C'est une démarche qui peut être coûteuse, qui peut demander du temps, mais ça participe, comme tu le dis, à une vraie démarche de progrès. Et en fait de transformation de cette gestion environnementale et de son service et de ses opérations en s'appuyant sur un référentiel sérieux, cadré et qui permet effectivement de mesurer ses progrès. C'est ça aussi, je pense, l'intérêt majeur des labels aujourd'hui, mais il y a un vrai travail à faire sur la notoriété et la compréhension des consommateurs. Très bien. Messieurs, vos projets pour les prochaines années pour être peut-être encore avec moins d'impact négatif, je sais que tu n'as pas dit exactement, mais le carburant que vous utilisez, c'est quoi? C'est du GNL? Donc c'est ça? Oui, sur certains navires, on a changé. On est passé au gaz. Du coup, okay. Du coup, au gaz, le gaz, t'as plus de soufre, quoi. Mais bon, moi, ce que je rêve, c'est de faire comme Stanislas, c'est-à-dire d'avoir des impacts carbone. Je veux dire, ce qu'il fait, c'est imbattable, quoi. Ouais. Tu vois, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal, même si on peut certainement améliorer le train et tout ça. Mais voilà, donc on cherche à améliorer ça. On cherche à développer, par exemple, la navigation sous voile. Mais voile, pour des grosses capacités, il faut des voiles rigides. Et puis surtout, disons que on essaye d'expliquer le sens, c'est-à-dire ne plus. Il faut voyager, on peut plus. Le tourisme, pour moi, il peut plus être un objet de consommation. C'est-à-dire, c'est plus acceptable de partir aux Maldives pour bronzer. C'est plus possible, c'est tout, quoi. Donc il doit changer, on doit plus être un objet de consommation. Donc il faut se poser la question de pourquoi on voyage. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir tous les passagers qui veulent prendre un voyage chez nous et leur dire mais pourquoi vous voulez aller au Groenland, et essayer de voir justement de leur faire toucher du doigt le sens. Donc pour nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement leur dire voilà, pas forcément vous voulez aller en Antarctique parce que vos potes sont allés en Antarctique, mais ça n'a aucun intérêt. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Il faut aller en Antarctique pour une chose, c'est à retrouver le sens de ce voyage, à retrouver l'accompagnement pédagogique qu'il y a derrière, c'est-à-dire à emmener les gens, les emmener par la main. On essaie de faire ce qu'on appelle une communication engageante, c'est-à-dire que nos passagers, et je pense que Stanislas, on doit se retrouver peut-être un petit peu là-dessus, c'est-à-dire nous à un moindre niveau, on ne va pas leur faire traverser le Sarek, sinon on n'aura plus de passagers, quoi. Mais on essaie de leur faire à leur manière des randos, voilà, et on va marcher 6-8 heures dans la montagne. Ils vont fournir un effort. Cet effort, tu arrives au sommet de la montagne, tu es en Géorgie du Sud, tu as fourni un effort à ton échelle, tu es fatigué. Mais juste le spectacle, il est complètement hallucinant. Tu arrives, tu as des colonies, tu as 400 000 manchots royaux autour de toi. Et là, tu es touché. Et là, pendant ce quart d'heure-là, nous, on va choper les gens et on va justement, on a du cerveau disponible pour en parler vraiment extrêmement vulgairement. Mais en tout cas, à ce moment-là, on va avoir un impact hyper fort sur eux. Et là, ce qu'on essaie de développer, là, le futur évidemment, pour nous, c'est aussi de mettre en place, un projet que je suis en train de mettre en place là, c'est d'offrir tous nos navires en navires d'opportunité pour la science. C'est-à-dire que nous, on a la chance de voyager partout et de manière répétitive. Et en fait, on ouvre nos navires, c'est-à-dire que sur tous nos navires, on peut embarquer à chaque fois 2 scientifiques et on met même à disposition du matériel que nous, on achète pour eux, pour qu'ils puissent... Alors, l'idée, c'est pas forcément qu'ils interagissent avec les passagers tout de suite, mais s'ils le peuvent, s'ils ont envie et si leur domaine de recherche leur permet, eh bien, ils peuvent intervenir au niveau des passagers, faire de la science participative, c'est-à-dire que quand on emmène des gens au milieu de la banquise, il faut faire des forages,
etc. Donc on demande aux passagers de participer. Ça, c'est quelque chose qui a un impact encore plus fort sur le passager. Très bien. Stan, donc vous venez de lever des sous. Les objectifs, alors j'ai pas envie enfin évidemment, si tu veux encore réduire le bilan carbone de chacun des voyages, tant mieux. Mais c'est quoi? C'est d'aller sur plus de destinations pour de rencontrer plus de guides locaux et donc du coup pouvoir avoir cette offre plus élargie. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors il y a forcément un volet croissance. On a levé 2 millions d'euros, donc ça nous permet, c'est un amorçage qui nous permet d'aller encore plus loin dans notre démarche et de se permettre d'être encore plus engagés. Il y a 2 volets. Il y a un, je pense, la pédagogie positive. Donc ça, je pense qu'on se rejoint tous. On n'a pas du tout envie de stigmatiser, même si mon discours peut paraître un peu engagé, je m'en excuse. Mais en tout cas, l'idée est de vraiment amener les gens au changement et les amener à réaliser par eux-mêmes en faisant des expéditions et en se dépassant, que c'est vachement mieux comme ça que de la manière dont ils faisaient avant, mais laisser à chacun le temps de maturer à sa vitesse. Donc voilà, on a un vrai exercice de pédagogie sur nos réseaux sociaux. Et puis, le deuxième élément, ce serait l'action. C'est-à-dire, on a créé aujourd'hui une association qui s'appelle Explora Care. Et l'idée, c'est évidemment, avec les sciences participatives et avec une partie du chiffre d'affaires d'Explora Project qui est reversé à Explora Care, d'être dans l'action terrain et de dire, on va maintenant essayer d'avoir un impact positif. On a eu un tout petit impact négatif et je crois en effet qu'on commence doucement à sentir qu'on est un peu au bout. Et maintenant, si on veut avoir un impact positif, il va falloir qu'on mette les mains dedans et qu'on fasse des actions qui dépassent notre propre personne et nos propres secteurs. Voilà, donc je crois vraiment à ce type d'engagement, un engagement positif pour le secteur du tourisme. On fait aujourd'hui ça à notre échelle, c'est-à-dire petit, et l'idée de la levée de fonds et de s'entourer d'investisseurs bienveillants, il y en a beaucoup, et dans la salle aussi, et de mener ce projet à l'échelle. Et Explora, je crois, aura gagné quand on sera capable de faire la preuve que ce qu'on fait aujourd'hui dans notre petit précaré, on est capable de le faire aussi avec du volume. Mais ça prend du temps. Donc voilà. Ok. Non, mais les vacances sont toujours un moment pour se remettre en question, pour repenser l'année d'après différemment. Et moi, j'ai toujours... je cogite un peu pendant les vacances, mais je pense que c'est une véritable opportunité de faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'on peut se dire, là, pendant cette semaine de vacances, je ne vais pas du tout prendre la voiture et de se mettre cette contrainte-là ou de, évidemment, bouquiner, s'ouvrir, rencontrer des cultures différentes comme vous pouvez le faire. Moi, je pensais à cultures différentes, pas très différentes que j'ai rencontrées. Je suis allé dans mon sud-ouest, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous lever. Mademoiselle. Ce que je vais faire, ouais. Attends, on passe pas le... Bonjour, je m'appelle Charlotte. J'ai une question. Le tourisme est né de notre ère industrielle. On est sur une réflexion où la transition écologique nous amène à penser vers une évolution de notre modèle et non pas une révolution. L'évolution nous amènerait à arrêter cette ère industrielle. Est-ce que du coup, ça veut dire l'arrêt du tourisme? Et pour vous, est-ce que vos métiers ils ont une date de fin? Ou est-ce que vous espérez qu'ils peuvent avoir une date de fin? Bam. Hein? Alors... non, je sais pas, hein, on va en discuter là ensemble. C'est une super bonne question. Le tourisme, pour moi, et ça c'est juste, c'est très personnel, quoi. Pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que aller ailleurs, voir autre chose, se reconnecter, et Stanislas le disait vraiment très bien, c'est se reconnecter à cette nature. Ça, si seulement les gens le faisaient, mais ça changerait énormément. Je pense que le tourisme doit être pérenne pour survivre. Moi, je vois pas de fin dans mon activité parce qu'il y a une volonté, les gens ont envie d'aller ailleurs, mais c'est aussi parce que justement, aller à la rencontre de l'autre, se remettre dans la nature. Nous, si on propose d'aller en Antarctique, si on propose d'aller dans des régions reculées, c'est que c'est une claque monumentale. C'est une claque monumentale et que tout d'un coup, les gens, quand vous êtes... et je pense, je ne sais pas si tu fais des voyages au Groenland, en tout cas, je te filerai des adresses de potes. Voilà, pour qui aille. Oui, en train, c'est long. Voilà, cette rencontre avec l'autre, tout d'un coup, tu te retrouves au milieu d'un cimetière à icebergs. Donc, c'est des icebergs échoués sur des bas-fonds. C'est juste... Tu es bouleversé. L'humain est remis à sa place.
Et je veux dire, c'est ce dont on a besoin là. On fait ici, c'est horrible. Moi, à chaque fois que je viens à Paris, je suis sidéré, quoi. Je veux dire, l'homme veut contrôler cette nature, contrôler son environnement. On est revenu dans un monde où il y a l'homme et la nature. Alors que partout, là, où Stanislas envoie ces gens, où on va, justement, l'homme et la nature sont au même niveau. C'est des cultures animistes, etc. Et où tout d'un coup, moi, j'ai en tout cas cet espoir, et je le vois, ça marche. Nos passagers sont bouleversés. Je veux dire, c'est quand même dingue, à la fin d'un voyage, d'avoir des gens en pleurs. Hein, parce que changer les idées, c'est une chose, mais changer les comportements, il faut aller un tout petit peu plus loin. Moi, je crois qu'on a quand même un bel avenir, et la preuve... Enfin, je veux dire, Stanislas, je ne sais pas quand tu as commencé à monter ta boîte, mais enfin, je veux dire, ouais, il y a des gens qui répondent à ça. Donc je pense qu'il y a un bel avenir. Je complète rapidement. Non, mais c'est en effet une bonne question, Charlotte, mais j'ai une position peut-être un peu différente. C'est-à-dire que je pense déjà qu'on construit des produits pour s'offrir un avenir. Donc ça, je pense que tu as bien compris la démarche qui est la nôtre. Donc on essaye tous de s'acheter du temps. Ça, c'est vrai. Et donc je pense que ça ne peut pas aller non plus à l'infini. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, les nouveaux modes de tourisme sont à trouver, ils sont à itérer, ils sont à tester. Je pense qu'en effet, après l'ère industrielle, on est dans une ère de l'hyper numérique où il faut quand même aussi faire avec. Et je pense que le tourisme a sa place. Un tourisme qui peut être un tourisme virtuel. Je pense que c'est pas des gros mots. Après tout, ce qui peut aussi être, en tout cas en complément d'un tourisme réel, le tourisme, ça reste quelque chose pour les riches. On peut aussi voyager, vivre des sensations, échanger avec le virtuel. Donc je sais que nous on teste mais avec des caméras embarquées 360 pour faire vivre des expériences sur nos expéditions à ceux qui ne pourraient pas se les offrir ou qui n'auraient pas la capacité ou de physique ou sportive de les faire. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus aussi, sur l'expérience numérique. Ça fait tout de suite un peu peur de remplacer du physique par du numérique, mais il y a aussi du bon. Donc voilà, je crois vraiment que il faut en tout cas itérer pour chercher des choses. C'est évidemment mieux de partir à l'autre bout de la planète, et je partage le fait que pour respecter la planète, il faut l'avoir vue. C'est l'idéal, mais je ne sais pas si c'est si soutenable que ça. Peut-être que cet idéal serait à revoir aussi quand même. Moi, si je peux compléter, je pense que la jeune génération aussi a assez bien compris. Je vais vous raconter juste une anecdote. J'ai une fille qui a 11 ans qui s'appelle Eugénie, et je suis jamais allé en Asie. Enfin, je suis allé en Thaïlande, si, mais je connais pas l'Asie du Sud-Est, Bali et tout. Et à un moment, je teste l'idée de est-ce qu'on n'irait pas à Bali cet été. Et elle me dit ben non, tu sais bien, moi je prends plus l'avion. Je dis oui, je sais, mais ce qu'on va faire là-bas, c'est qu'on va planter du corail. Et tu sais, le corail, il capte 50% du CO2. Et elle me regarde, elle me dit mais et je vais compenser. Elle me dit donc on va aller à l'autre bout de la planète pour compenser et planter du corail. Et on va y aller en avion, c'est ça? Voilà. Et donc, je pense que les générations futures ont conscience de ces sujets-là et ils foncent. Enfin, moi, je rencontre beaucoup de jeunes diplômés qui veulent mettre leurs compétences sur de l'impact positif. Et je pense que le tourisme des générations prochaines sera très différent de celui qu'on a pu vivre. Avec une semaine, un week-end à Marrakech ou une semaine en Tunisie, et ça continue à se vendre énormément ces produits-là, quoi. Donc ça va aller très très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Hélène, que j'ai aperçues sur la plage d'Osgore cet été? Ben si. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour Sophie. Coucou, merci Sophie. Hélène. Est-ce que tu aurais des chiffres sur le développement justement de ce qu'on appelle le tourisme durable? Alors c'est une bonne question, et c'est une question piège en plus, parce que aujourd'hui le tourisme est mesuré par un certain nombre d'indicateurs qui sont le PIB, le nombre d'emplois directs ou indirects, les revenus d'export, le nombre de visiteurs, etc. Mais au final, aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur de ce que pourrait être un tourisme durable. Et justement, c'est ce que là, dans mes missions aujourd'hui, on est en train de calculer le bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France, justement pour pouvoir objectiver, entre guillemets, cette transition du tourisme et de voir comment on peut, en tout cas sur les émissions de gaz à effet de serre, se dire que demain, un tourisme durable, c'est un tourisme qui sera
neutre en carbone en 2050. Mais après, on pourrait très bien aussi avoir des indicateurs qualitatifs sur la satisfaction et le comportement des touristes sur les territoires, calculer des empreintes économiques, de se dire, OK, le tourisme, c'est combien de richesses qui est redistribuée sur le territoire. Je vais prendre un exemple, et ça va rebondir aussi sur la question de Charlotte. Le cyclotourisme aujourd'hui connaît vraiment un boom en France. Cet été, il a fait plus 30% de fréquentation sur les pistes cyclables. Et si je prends l'exemple de la Loire à vélo, c'est 30 millions d'euros de retombées économiques sur tous les acteurs du tourisme qui sont sur la Loire à vélo. Et c'est 80 euros de dépenses par jour pour les touristes qui font la Loire à vélo par rapport à une moyenne de 55 euros. Donc définitivement le cyclotourisme qui est une pratique responsable, puisque la plupart du temps on y va en train et on met son train embarqué, ou alors on fait de la location de vélo sur place. Et du coup ça génère beaucoup plus de richesses que d'autres activités touristiques qui seraient potentiellement moins durables. Merci à tous les trois, c'était vraiment super intéressant. Merci à vous tous. Je vais terminer par une page de pub parce que je ne me refais pas. Donc dans la salle, il y a Muriel Papin qui est la présidente ou secrétaire générale d'une très belle association qui s'appelle No Plastic in My Sea. Voilà. Donc tous ceux qui aiment le tourisme, ils peuvent participer, et elle a fait pour la semaine du développement durable les gestes anti-plastique. Et la deuxième, si vous aimez vraiment le sujet du tourisme, il y a les universités du tourisme durable qui ont lieu, je crois, les 8 et 9 octobre à Troyes. Voilà, moi j'interviens le 8 en fin d'après-midi sur des sujets de com et de tourisme. Merci beaucoup d'être venu masquer, et merci à nos trois intervenants. Je vais faire aussi une minute de pub. L'ADEME a lancé une nouvelle plateforme numérique qui s'appelle Agir pour la transition, et vous pouvez vous connecter entreprise.adem.fr pour voir si par rapport à tous vos projets de transition écologique, vous pouvez faire des appels à financement à l'ADEME. Voilà, merci. Merci à tous.